Klaus Schwab, bonjour, bonne année. Merci bien. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous l'état du monde. Merci d'être là. Vous êtes une des voix les plus écoutées sur la scène internationale. Chaque année, vous ouvrez l'année avec le Forum de Davos. Question naïve, est-ce qu'on a encore le trac après plus de 40 ans? Naturellement, parce qu'on est le hôte de 3000 personnes Hein. qui vous donnent leur temps et qui veulent s'engager, qui veulent savoir ce qui se fait dans le monde. Alors vous avez une grande responsabilité. Chaque année, on scrute ce qui va moins bien. Là, visiblement, une très belle cuvée. On dit plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. Vous confirmez ce chiffre? Oui, C'est beaucoup. même plus, oui. C'est Ça veut plus dire que combien dans en le plus? passé. C'est plus que dans le passé Hein. parce que le monde pose tant de questions. Alors tout le monde vient à Davos pour avoir des réponses, même des réponses partielles. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les jeunes talents que vous repérez. Un Tidjane Thiam, l'actuel patron du Crédit Suisse, dit c'est grâce à Davos la première fois que j'ai été repéré vraiment dans le monde. Comment est-ce qu'on gère le risque, la prise de risque? On devient plus audacieux ou bien plus prudent? Oh, naturellement, après 45 ans, on devient un petit peu plus audacieux parce Ouais. qu'on a établi une réputation. Ça vous permet de prendre des risques. Alors, on va parler de tout ce qui ne va pas, les crises, les guerres, le terrorisme, les problèmes économiques. Commençons sur une note au contraire extrêmement optimiste. C'est votre livre, hein, vous signez un livre sur la quatrième révolution industrielle qui sera rendu public à Davos, sur tout ce qui changera dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'en général, on vivra mieux? On a la possibilité de vivre mieux parce qu'on a la possibilité d'avoir une meilleure santé, de vivre plus longtemps, Hein. de communiquer mieux, d'éviter les accidents de circulation, etc. Mais la question, c'est comment nous traitons aussi les dangers qui sont liés au progrès technologique. Chacun peut commander, pourra commander votre livre sur Internet. Il y a toutes sortes d'exemples étonnants. Le téléphone portable, c'est l'objet, hein, c'est l'objet fétiche, hein. Tout le monde pour ça. La révolution technologique, c'est ça d'abord. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? Oui, ça fait à peu près 20 ans Ouais. que j'étais un des pionniers. C'était encore les modes là, des grosses valises ou dans la voiture? Exactement. Et j'étais très fier. Ouais. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, Uhum. c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement, hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé Ouais. qui est à sa Donc, disposition. comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Est-ce qu'on pensera différemment selon vous? Est-ce que ce sera une révolution si puissante qu'on concevra différemment le monde? Oui, ça changera parce que beaucoup des tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être reprises par des machines intelligentes. Alors, ça va nous focaliser sur ce qui est vraiment humain, c'est-à-dire l'interaction, la passion, l'empathie, la passion, l'amour, etc. Je crois que cette révolution technologique, comme je l'explique dans le livre, a la possibilité de vous faire encore plus humain. Aimer encore plus avec la technologie. On verra, on verra. C'est une passion très ancienne chez vous, hein. Vous avez une formation d'ingénieur.
Vous retrouvez ça, vous étiez jeune ingénieur, aujourd'hui vous êtes patron d'une immense organisation internationale. Vous retrouvez cette passion de réfléchir à la science? Oui, ça me fascine et ça me fascine pas seulement intellectuellement. C'est tout à fait clair pour moi, ce changement technologique, cette révolution, quatrième, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, ça va changer notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. Je vous donne un exemple. Uber. C'est venu, ça a changé tout un système. Et ce qui est vraiment nouveau dans ces technologies, c'est pas seulement de nouveaux produits, c'est le système de transport, le système d'éducation qui va changer. Vous donnez des graphiques étonnants. Le monde Facebook, par exemple, la nation Facebook, vous dites il y a plus de gens sur Facebook qu'il y a de Chinois, d'Américains, etc. C'est un peuple. Il y a un peuple entier. Le monde presque est sur Facebook. Oui, ça montre que nous sommes complètement interconnectés aujourd'hui. Ça donne la possibilité de créer de nouvelles communautés, de trouver de nouveaux amis. J'ai appris qu'une grande partie maintenant de mariage est basée sur l'interaction sur l'Internet. Alors ça nous donne de possibilités d'aller plus loin, pas seulement dans un sens physique, mais dans un sens intellectuel. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais ou parfois bon côté, c'est le contrôle policier qui est possible grâce à ça. Est-ce que ça vous fait peur? Non, ça me fait de soucis parce que ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Regardez par exemple la discussion qu'on a eue en concernant le système bancaire, le secret bancaire. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas abusé. C'est-à-dire, le système juridique doit être en place pour me protéger contre les abus quand je fais quelque chose qui est correct et qui est transparent. Klaus Schwab, vous parlez au téléphone à Mme Merkel, à Obama, à d'autres. Si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard? Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Alors, il y a ce progrès technologique qui est fascinant, et puis il y a la force obscurantiste, ce qu'on a vu à l'œuvre à Paris, les attentats de Paris, le groupe État islamique. Vous d'abord, est-ce que ça vous a frappé, ce qui s'est passé le 13 novembre? Vous avez vécu ça comme une rupture? Oui, naturellement, et j'ai été à New York, par exemple, le 11 septembre 2001. Il y a quelques années, et vous remarquez l'impact d'une telle action terroriste. Mais ce qui a changé, c'est qu'une personne, et pas seulement une grande armée, peut aujourd'hui faire un dégât énorme. Et il peut le faire, par exemple, dans Cyberattacks, il peut le faire sans être connu. Alors, le monde est devenu beaucoup plus fragile et nous devrions nous y habituer. Est-ce que vous les comprenez, ces fanatiques? Bien sûr, vous êtes tout sauf ça, vous êtes à l'autre extrême, vous êtes intégrés dans la société mondiale, mais ces gens qui sont contre tout, qui sont contre le système mondial, qui se mettent au banc, qui sont habités par une foi fanatique, est-ce que vous comprenez ce phénomène? Je comprends cela d'une manière générale, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, c'est une bataille entre la modernité et, disons, la peur des gens de ce progrès qu'on voit partout, de ce monde complexe, de ce monde interconnecté.
alors les gens cherchent pour des valeurs simples. Et c'est la raison pour laquelle on a une tendance de la fondamentalisation, de la polarisation dans notre monde. Vous faites très attention, hein. Je vous ai souvent observé à Davos d'être d'une certaine neutralité, hein. Les Russes et les Américains sont là, les gens. En même temps, vous êtes dans le parti des démocraties libérales. Elles ont gagné contre les nazis, elles ont gagné contre les communistes. Est-ce qu'elles gagneront forcément contre le groupe État islamique? Oui, à la fin, j'en suis sûr, parce que nous avons des vraies valeurs à défendre. C'est la liberté personnelle, ce sont les droits de l'homme, c'est laïcité, etc. Il faut se reconnaître sur ces valeurs, et je crois, là, il y a aussi de force de survivre, parce qu'on a la meilleure côté de l'histoire. La foi, c'est important. Une Madame Merkel a dit, hein, il faut aussi avoir notre foi, la foi chrétienne notamment, mais enfin la foi dans les démocraties libérales. Les Américains sont très religieux, une religiosité très forte. Ça compte à vos yeux? Oui, parce qu'il faut une finalité, pas seulement dans le sens technique, il faut un certain sens de la vie. Et je crois maintenant, où on s'occupe très intensivement avec les possibilités des nouvelles technologies, il faut un compte-bois. Et le compte-bois, c'est à la fin de se donner un sens qui n'est pas seulement ancré dans ce monde aujourd'hui, mais qui a un sens à long terme, je dirais même éternel. De vous-même, vous diriez que vous êtes croyant? Je crois à un sens de la vie, et je crois aussi que l'homme est une créature extraordinaire, parce que même avec tous les robots qu'on va avoir, etc., l'homme a la capacité d'avoir des idées, d'avoir créativité, d'avoir déjà la capacité de croire. C'est seulement limité à l'homme. Alors, quelque part, il y a une extraordinarité. Klaus Schwab, quelques mots sur la Suisse. Vous êtes international, mais vous êtes très ancré en Suisse en même temps, depuis toujours. Et puis, chaque année, ou presque, hein, vous mettez la Suisse en tête de votre classement de la compétitivité. C'est une forme de politesse, ou est-ce que vraiment il y a une exception suisse? Non, la Suisse peut être très fière, parce que, comparé à d'autres pays, je crois notre système est caractérisé par une certaine stabilité, stabilité politique, stabilité économique, stabilité financière, etc. Mais je crois il faut toujours se rappeler le mot de Charles Darwin, c'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Quand vous voyez nos conseillers fédéraux à Davos, hein, c'est pas forcément les plus brillants, c'est pas forcément les meilleurs, les plus showman, etc. Mais ils sont là, ils sont stables, ils durent. Ça, c'est un atout. Oui, la stabilité, la sérieuxité, c'est peut-être plus important que la brillance et la capacité rhétorique. La fiabilité, c'est essentiel. Dans votre réussite même? Oui, c'est le mot-clé. La fiabilité, le mot anglais, je dirais trust. Tout est basé sur la confiance. Dans ce que vous avez construit, vous diriez que c'est la vertu centrale? Oui, oui, parce qu'on a établi une certaine confiance et naturellement, on remplit un certain besoin. C'est le besoin de la coopération entre le monde politique et le monde industriel, et j'ajoute le monde de la société civile. Klaus Schwab, vous n'êtes pas éternel, personne ne l'est. Ça vous fait un demi-sourire. Pourquoi ce demi-sourire? Non, c'est clair qu'on n'est pas éternel, et je sais, vous pensez probablement dans votre cerveau que j'ai 77 ans, mais vous voyez, je sais que je ne suis pas éternel. J'avais il y a 10 ans un cancer qui m'a mis beaucoup dans une situation de réfléchir sur la finalité de l'homme. Ça a changé, pardon, votre vision des choses?
Oui, à un certain degré, parce que je suis arrivé à la conclusion que je devrais passer la fin de ma vie en faisant aussi bien ce que je fais maintenant. Hein. Le temps est devenu encore plus précieux. Oui, mais on n'y pense pas. Ouais. On vit pour le moment et on essaye de faire le mieux du moment. Dans le Financial Times, pour la première fois de manière aussi détaillée, vous avez évoqué le processus de votre succession. Hein. Qui vous succédera? Ce sera quand? Ça va être le bon moment. Hein. Et ça va être aussi dépendre de la constellation des personnalités qui sont à la disposition à ce moment-là. Question très personnelle, est-ce que c'est difficile? Souvent, les patrons ont beaucoup de peine à partir, hein, à imaginer après eux-mêmes. Ça a été un exercice difficile pour vous? Non, parce que je fais un devoir. Je fais le devoir aussi mieux que possible. Et si quelqu'un d'autre peut le faire mieux, alors je crois que ce serait ma plus grande satisfaction. C'est pas si facile, hein. Il y a eu des cas dans l'histoire, le CICR a été fondé par un homme, ça a survécu, mais enfin, en général, quand un homme est la première, le principe de tout, c'est compliqué. Oui, mais je crois que ça a beaucoup à faire avec la créativité. Et en ce moment, et ça me rassure, mes collègues et mes employés pensent que je suis trop créateur et trop innovateur et je ne freine pas le progrès du World Economic Forum. Mais vous savez très bien, les gens veulent appeler Klaus Schwab, ils ne voudront pas appeler Monsieur Martin ou Monsieur Müller. Qui pour vous succéder? Une Christine Lagarde, c'est un nom qu'on articule souvent. Naturellement, c'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, mais elle est aussi... Elle est occupée. Elle est occupée et on va voir plus tard. Et je crois que ce n'est pas Klaus Schwab, c'est aujourd'hui l'institution. Parce que le World Economic Forum, avec son nouveau statut comme organisation internationale, est devenu un facteur clé dans le système international. Et ça va, j'espère, continuer au-delà de ma personne. Christine Lagarde, femme vraiment bilingue entre deux mondes, entre l'Europe et les États-Unis, connaissant vraiment le forum à fond. Il n'y en a pas tellement que ça, hein. On se dit que c'est un profil quasi idéal pour vous. Oui, c'est un profil, mais il ne faut pas maintenant trop se questionner sur l'avenir. On est en présence d'une grande réunion et on a beaucoup de plans pour les prochains mois. Je m'occupe de cette question quand le temps est arrivé. Les femmes, puisqu'on l'évoquait à l'instant, Nicole, votre fille, a publié plusieurs livres sur la question. Hein. C'est une question qui vous occupe aussi. La gouvernance par les femmes, ça change quelque chose? Oui, le Forum était un pionnier. Nous avons publié le premier rapport mondial sur la parité des femmes et des hommes dans toutes les fonctions clés de gouvernance, gouvernement et industrie. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas seulement de voir cette parité. Je crois que ce qui est important, qu'on inclut beaucoup plus de la féminité, pas seulement des femmes, de la féminité dans la prise de décision aujourd'hui. Parce que ça nous fait plus humains, ça nous fait plus sensibles. Vous dites une chose étonnante, hein, la robotique, la technique a un côté tellement masculin qu'il faut la compenser par les femmes, c'est ça? Exactement. De quelle manière? En intégrant plus de femmes dans la prise de décision, dans les organisations. Vous les avez pratiquées beaucoup, ces femmes, à tous les échelons, mais des femmes de pouvoir. Hein. Hillary Clinton, Christine Lagarde, on l'évoquait, Angela Merkel, beaucoup de chefs d'État maintenant en Europe, en Amérique du Sud. Est-ce qu'elles pensent vraiment différemment? Oui, mais le système les force très souvent d'adopter des traits plutôt masculins. Et je crois il faut, comme j'ai dit, il faut d'abord intégrer les femmes et il faut aussi accepter le comportement féminin dans nos entreprises, dans nos systèmes étatiques, etc. Klaus Schwab, la réussite du Forum économique de Davos, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement à bien des égards. Les ficelles, vous avez toujours été très discret sur le sujet. Comment on gère, par exemple, un réseau comme le vôtre,
de manière un peu vulgaire, ça fait un peu voyageur de commerce, on dit réseauter. Évidemment, c'est pas ça. Comment tenir un agenda en ayant tant de contacts, en les maintenant avec les années? Quel est le secret? Parce que ça donne beaucoup de plaisir, pas de rencontrer ces gens. J'ai souvent dit que je ne suis pas un animal social, je ne suis pas un network, on ne me voit pas dans des soirées, etc. Oui, vous n'êtes pas mondain, vous êtes protestant, on peut dire ça. Ouais, vous avez été marqué par cette culture-là, ouais, assez austère, ouais. et le monde entier vient chez vous. Comment c'est? C'est l'interaction, disons, intellectuelle, parce que il faut se donner mutuellement quelque chose. Et c'est pas en tenant un verre de cocktail, c'est d'avoir un échange d'idées. Alors, pendant la réunion prochaine, j'ai quelque chose comme 60, 80, je ne sais pas exactement, mais c'est dans cet ordre de réunion personnelle. Et je me réjouis, ça me donne beaucoup de plaisir parce que c'est un échange où j'apprends beaucoup et je peux aussi donner beaucoup. La gestion du temps, c'est essentiel. Est-ce qu'on le gère? Certains disent qu'il faut gérer son agenda comme à la guerre, hein, se battre pour chaque minute. C'est votre vision des choses? Oui, je dois dire, ma journée est très planifiée. Je tiens beaucoup à ma fitness personnelle, intellectuelle et corporelle. Vous parliez de l'âge, hein, 77 ans dans votre cas. Vous parlez de la longévité dans votre livre sur la 4e révolution industrielle. Ça fait partie de la longévité technique, mais aussi humaine. Elle sera augmentée. Oui, je crois ça montre que nous ne sommes pas tout à fait préparés pour cette nouvelle révolution parce qu'on dit maintenant chaque bébé qui est né en Suisse va avoir une espérance de vie de 100 ans. Mais toute notre pensée est encore fixée sur ces 65 ans. Et le monde politique, la population n'est pas préparée parce que c'est irréaliste qu'on peut tenir cet âge. Il faut flexibilité, l'âge de pension, et donner aux talents une possibilité de travail aussi long qu'ils veulent et qu'ils sont effectifs, mais donner aussi aux ceux qui sont usés par le travail de se retirer même plus tôt. Dans vos souvenirs, vous rappelez que vous êtes un enfant de la guerre, hein, vous avez été marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les autres guerres après, hein, la guerre contre les soviétiques, il y a eu la guerre contre le groupe État islamique, elle se déroule maintenant. C'est l'état naturel de l'humanité, la guerre. On en sortira un jour. Non, parce que c'est lié à la question de la recherche de pouvoir. Et je dirais, on vit maintenant dans une nouvelle époque, parce que jusqu'à maintenant, on avait, après la guerre froide, on avait un pouvoir supérieur qui a gardé tout sous contrôle. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans une grande famille, le patriarche devient vieux, il se retire, et il y a tous les enfants qui commencent maintenant à se quereller, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que le monde aujourd'hui est plus dangereux à certains égards que pendant la guerre froide? Plus dangereux et plus fragile. Et c'est aussi une raison pour laquelle un lieu de dialogue comme Davos est utile, parce qu'on y donne une possibilité de dialogue. Klaus Schwab, un dernier mot personnel, la comédie humaine, vous êtes un des hommes qui l'observe au plus haut niveau, hein. Chaque année à Davos, vous voyez des puissants, parfois ils restent, parfois l'année suivante ils ne sont plus rien. Il y a ceux qui essayent de se faire inviter, ceux qui n'en sont pas. Quelle conclusion personnelle vous avez tirée pour vous, la leçon? Un Balzac aurait écrit sur un sujet pareil. Quelle leçon vous tirez de tout ça? À la fin, ça se répète toujours. Je me souviens quand j'étais probablement le plus jeune participant de Davos. Maintenant, je suis parmi les plus vieux. Mais ça a toujours un aspect humain, mais je dirais un aspect humain positif. Les gens, à la fin, ne sont pas méchants. S'ils ont une bonne éducation, s'ils ont l'environnement propice, je crois l'homme,
en principe, est bon. Et il faut que, notamment dans cette révolution technologique, nous mettons notre avenir sur ce qui est positif, un esprit de positif, et qu'on ne voit pas le monde seulement d'une manière cynique, d'une manière défaitiste. Klaus Schwab, merci. On vous lira. La 4e révolution industrielle, votre livre se commande sur Internet, et le forum de Davos qui ouvrira cette année 2016. Bonne année, merci beaucoup. Merci bien, M. Rochepin. Outline ready.